Monsieur Belabbas, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment quant à la situation politique aujourd'hui en Algérie? En fait, la situation est très grave. Nous vivons des crises multiformes qui durent en réalité depuis plusieurs années, même si ça s'est aggravé depuis notamment 2008, qui a vu la violation de la Constitution par l'actuel chef de l'État. C'est cette violation de la Constitution en 2008 qui a fait que nous sommes dans une période d'instabilité depuis. Nous avons vu ce qui s'est passé à partir de fin 2010, l'année où l'Algérie a connu plus de 10 000 émeutes, suivies très vite par les manifestations de rue de 2011 qui ont contraint le chef de l'État à l'époque à s'adresser à la nation pour promettre des réformes en profondeur, mais aussi une révision de la Constitution qu'on attend toujours, et des réformes qui en réalité ont consacré des régressions sur tous les domaines, notamment la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, le code de la commune, le code de wilaya. Mais depuis, c'est l'instabilité, puisqu'ils continuent à organiser des élections entachées de fraudes électorales. Quelle est la position du RCD aujourd'hui par rapport au gouvernement, par rapport au chef de l'État, par rapport à la maladie du chef de l'État? Comment se positionne le RCD aujourd'hui dans le paysage politique algérien? En fait, le RCD continue de revendiquer les anciennes positions du parti, puisque depuis 2004, nous cessons de dire que le problème en Algérie, c'est essentiellement un problème de légitimité des dirigeants, légitimité des institutions. Donc c'est un problème de fraude électorale. Nous étions le seul parti politique à avoir en 2008 boycotté la révision de la Constitution, puisque nous avions considéré à l'époque que c'était un viol de la Constitution, parce que la Constitution de 1996 prévoyait que dans le cas où il y a des amendements qui touchaient aux grands équilibres du pouvoir, cette révision devait passer par un référendum, ce qui n'était pas le cas puisqu'ils l'ont adopté à travers seulement le Parlement. Ce qui nous a poussé par la suite à boycotter l'élection présidentielle de 2009, les élections législatives de 2012 et les élections présidentielles de 2014. La nouveauté, c'est que depuis 2013, au niveau du RCD, nous sommes passés à une autre étape, puisque par le passé, on était plutôt demandeur d'une observation internationale massive et qualifiée. Mais à partir de 2012, nous avons vu que l'observation par les membres du Parlement européen n'a pas répondu aux standards internationaux, puisqu'ils n'étaient pas ici en Algérie 6 mois à l'avance, ils n'ont pas pu accéder au fichier électoral, le nombre d'observateurs n'était pas important. Nous sommes passés à une autre étape, puisque nous avons dit depuis le lendemain de ces élections que désormais il faut une instance indépendante permanente pour la gestion des élections. En d'autres termes, donner les prérogatives du ministère de l'Intérieur dans la gestion des élections à une instance indépendante. Cette revendication, cette demande ou bien cette offre politique a depuis fait une avancée remarquable, puisque l'essentiel de la classe politique algérienne maintenant la revendique. C'est d'ailleurs suite au refus du pouvoir de prendre en considération cette revendication que le RCD et d'autres partis politiques ont décidé de boycotter les élections présidentielles de 2014. La nouveauté aussi, c'est qu'au niveau du RCD, nous avons décidé qu'il était temps de discuter avec les acteurs politiques algériens, quelle que soit leur sensibilité, pour dépasser cette impasse, parce qu'il s'agit de recréer les conditions de l'exercice politique en Algérie, puisque ces conditions n'existent pas. Il s'agit d'aller vers une période de transition à travers laquelle nous avons reconstruit en profondeur la nation algérienne, donc revoir ses fondements économiques, sociaux, politiques, etc. Cette démarche, bien sûr, a donné des résultats, puisque c'est la première fois en Algérie qu'une initiative qui vient de l'opposition dure dans le temps, parce qu'il y a eu des tentatives de rapprochement
rapprochement par le passé, mais souvent c'était une affaire d'une semaine, voire d'un mois. Le pouvoir arrivait toujours à la polluer, à la déstabiliser, à la stopper. Cette fois-ci, depuis plus d'une année que nous nous réunissons avec ces différents acteurs politiques, que nous évoluons dans notre discours politique, dans nos propositions, nous avons réussi à créer une coordination à travers laquelle nous avons boycotté l'élection présidentielle de 2014, mais aussi cette coordination a muté au lendemain des élections vers une coordination pour les libertés et la transition démocratique. Nous avions dit qu'il était temps de préparer les conditions d'une transition démocratique. Nous sommes passés par plusieurs étapes. La plus importante de cette étape, c'était l'organisation d'une conférence nationale inédite en Algérie, puisque c'est la première fois que des dizaines, voire même des centaines d'acteurs politiques de différentes opinions sont assis dans une même salle autour d'une même table pour discuter de vive voix de la crise algérienne, des solutions à préconiser. Cette conférence, bien sûr, a abouti aussi à la création d'une instance de concertation et de suivi de l'opposition, dans laquelle siègent de différents acteurs politiques qui continuent à peser dans le débat public et à mettre la pression sur le pouvoir algérien à tel point que c'est la première fois en Algérie, d'ailleurs ça dure depuis une année, que le pouvoir se retrouve dans la réaction et que l'opposition elle est dans l'action. Donc le pouvoir a perdu l'initiative maintenant elle est au niveau de l'opposition. Bon, on a l'impression tout de même que cette plateforme pâtit non pas tant dans le refus du pouvoir, la contestation du pouvoir, mais pour proposer une alternative politique. Qu'est-ce que vous en pensez et de quelle manière est-ce que vous parvenez à coaliser des forces pour proposer quelque chose plus que pour contester le pouvoir? En réalité, les deux vont ensemble. L'opposition conteste le pouvoir, mais fait des propositions concrètes. C'est la première fois où l'opposition est parvenue à faire une offre politique consensuelle. Cette offre politique, c'est la plateforme pour les libertés et la transition démocratique qui a été adoptée à l'occasion de la conférence de Mazafran. Dans la plateforme en question, il y a beaucoup de détails sur la manière avec laquelle nous devons gérer cette transition. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant parce qu'il s'agit, nous sommes conscients qu'il s'agit de créer un rapport de force. Le pouvoir algérien ne va pas accepter tout de suite d'aller vers une transition tant qu'il sent que le rapport de force est en sa faveur. Mais nous pensons que les lignes sont en train de bouger, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dans la réaction. À chaque fois, l'opposition se réunit, fait des actions, même si c'est très difficile d'agir en Algérie, parce que nous sommes dans un pays où tout est fermé. À l'opposition, souvent on vous refuse la salle, on vous refuse les marches dans la rue, on vous refuse les sittings, on perturbe les partis politiques de l'intérieur. L'opposition n'a pas accès aux médias publics, y compris à l'essentiel des médias privés. Bien sûr, c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que rien ne se fait. L'essentiel des partis politiques qui siègent au niveau de cette coordination organisent régulièrement des activités dans différentes wilayas du pays, même si en termes de visibilité, on ne les voit pas parce que les médias ne jouent pas le jeu. Rien n'empêche. Nous avons réussi, à l'occasion de cette année, beaucoup d'actions dans le temps où le pouvoir a échoué dans plusieurs actions. Le premier grand échec de ce pouvoir, c'était surtout les consultations qu'il a organisées autour de la Constitution au mois de mai et au mois de juin 2014, puisque l'essentiel des partis politiques de l'opposition et des personnalités, dont un certain nombre d'anciens chefs du gouvernement, ont refusé de prendre part à ces consultations, alors qu'ils ont accepté de siéger dans la conférence nationale de Mazafran. Alors, au sein de cette conférence nationale, vous siégez notamment, et c'est un des reproches qu'on a pu faire au RCD, avec des partis, ou en tout cas avec une fraction de la mouvance islamiste. Comment est-ce que vous, RCD, parti laïque, démocrate, progressiste, vous parvenez à vous entendre, ou pas d'ailleurs, avec cette fraction-là réelle du paysage politique?
D'abord, il faut rappeler que ce n'est pas nouveau. Le RCD a déjà eu à travailler avec un certain nombre de partis islamistes autour d'actions concrètes. Les plus connues parmi ces actions, c'était les manifestations publiques organisées en 1997 autour de la fraude électorale. Nous avions à l'époque pesé ensemble à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour créer une commission d'enquête qui a d'ailleurs été créé, même si le rapport n'a jamais été rendu public, puisqu'il a été volé par les députés du pouvoir. Nous avons aussi organisé ensemble la surveillance durant les élections de 2004. Donc ce n'est pas la première fois que nous coordonnons un certain nombre d'actions avec des partis islamistes. Nous ne sommes pas dans des alliances programmatiques, nous sommes dans une coordination d'action pour créer les conditions de l'exercice politique. Maintenant, tous les Algériens, tous les partis politiques ont un de dire qu'il faut une instance indépendante pour la gestion des élections. Tout le monde dit qu'il faut légitimer les institutions et les dirigeants à travers des élections libres. Tout le monde est en train de dire qu'il faut un large débat autour d'une constitution pérenne. C'est automatique qu'il faudra associer tous ces acteurs dans ce genre de débat. La compétition entre ces différents acteurs commencera une fois que cette instance sera institutionnalisée et une fois que la Constitution sera adoptée par un référendum. Parlons un peu du FFS, bien sûr, et de son initiative en faveur d'une conférence nationale, une initiative concurrente, donc, en quelque sorte. Vous avez eu l'occasion de vous exprimer, vous, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, en critiquant cette initiative-là. Est-ce que c'est pas quand même compliqué de créer une coordination nationale de l'opposition sans le plus vieux parti d'opposition qu'est le FFS? D'abord, la vieillesse ne veut pas dire, ne signifie pas légitimité. Deuxièmement, nous n'avons pas critiqué l'initiative en question, puisque cette initiative pour l'instant n'existe pas. On ne connaît pas le contenu. Au niveau de la coordination, quand nous avons entamé notre travail, nous avons associé ce parti à la démarche, puisqu'il est venu, il a siégé, y compris à la conférence du 10 juin à Mazafran, et nous l'avons convié pour prendre part et siéger au niveau de l'instance de consultation et de suivi, chose qu'il a refusée en dernière minute. Maintenant, pour l'instant, il est en train de discuter avec des partis politiques. C'est une activité normale pour un parti politique. Mais les contours de l'initiative en question, on ne la connaît pas. Mais c'est normal que l'opposition algérienne refuse de prendre part à une initiative dont les contours ne sont pas encore clairs, d'autant plus que ça fait une année que nous sommes sur une autre démarche. Donc on ne va pas abandonner une démarche qui, pour une fois, dure dans le temps, puisque c'est plus d'une année, une démarche qui dérange le pouvoir, une démarche qui rend espoir au peuple algérien pour aller vers une initiative dont on ne connaît pas les contours. Comment vous la comprenez, cette initiative du FFS? Comment vous la comprenez? Comment vous l'expliquez? Initiative qui est soutenue par un certain nombre de partis de la majorité présidentielle, FLN, RND. Comment vous expliquez ça? Non, le plus important durant cette année, c'est que nous avons réussi à créer une nouvelle culture dans la partie politique en Algérie. C'est la culture du débat dans lequel on associe des acteurs de différentes sensibilités, ce qui n'était pas le cas par le passé. Bien sûr, dès qu'il y a eu la réussite de la démarche de la CNTT, puisqu'il continue de le temps, puisqu'il mobilise, puisqu'il y a des propositions concrètes, beaucoup d'autres acteurs essayent d'imiter, essayent de faire des actions semblables. Mais tant mieux, à la limite, si ces actions tournaient autour de choses concrètes. Mais moi, je ne crois pas qu'on peut lancer une initiative autour d'une feuille blanche. Donc vous ne croyez pas à l'initiative du FFS, à son succès? C'est pas une question de croire, je ne crois pas. Moi, je crois à l'initiative que nous sommes en train de construire depuis une année, puisque cette initiative a donné des résultats. Cette initiative a vu
plusieurs étapes durant lesquelles le citoyen a repris espoir. Quand ils ont vu la grande mobilisation enregistrée à l'occasion du meeting que nous avons organisé à la salle Hacha au mois de mars, en l'espace de 3 jours, ça a rendu de l'espoir. Quand ils ont vu des leaders de partis politiques sortir dans la rue pour organiser des sittings, ça a redonné espoir. Quand ils ont vu les consultations que nous avions engagées durant le mois d'avril et le mois de mai avec tous les acteurs politiques et la réussite de la conférence de Mazafran, ça a redonné espoir. Quand ils ont vu aussi l'installation de l'instance de concertation et de suivi qui se réunit régulièrement, qui évalue régulièrement, qui propose régulièrement, bien sûr que ça redonne espoir. Ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant parce que le travail de terrain et la construction en général prend du temps, surtout dans un pays comme le nôtre. Les sorties que nous faisons régulièrement dans les wilayas de l'intérieur sur le terrain donneront un résultat dans les semaines qui vont suivre. Revenons à la coordination que vous êtes en train de former avec d'autres figures et d'autres partis de l'opposition. On a l'impression, vous l'évoquiez il y a un instant, que ça reste quand même en grande partie, peut-être à défaut de visibilité, mais inaudible dans l'opinion. Est-ce que c'est pas, d'une part, à cause du fait qu'un certain nombre de personnalités politiques y vont un peu à reculons, laissant pas Benflis, par exemple, investi à fond dans cette initiative, premièrement, et deuxièmement, est-ce que c'est pas aussi par déficit de représentativité des partis qui composent cette coordination que cette initiative semble un peu, bien dans l'opinion, peu visible, peu audible et ne rencontre pas un écho considérable? Les médias ne s'intéressent pas à ce que pense l'opinion. Est-ce qu'un jour nous avons vu un média algérien aller écouter le citoyen et lui poser la question qu'est-ce qu'il pense de l'initiative de l'opposition, qu'est-ce qu'il pense de la plateforme de Mazafran, qu'est-ce qu'il pense de la rencontre? Ça n'a pas été fait. Nous qui nous sommes en contact avec le citoyen parce que nous organisons des rencontres régulières, nous avons nos militants éparpillés sur les différentes wilayas du pays, nous avons des échos. Pour l'instant, le retour d'écoute est favorable. Moi, je dis que c'est insuffisant parce que nous sommes dans un pays où on n'arrive pas à toucher l'ensemble du citoyen algérien. Pour toucher l'ensemble du citoyen algérien, nous sommes en 2014, nous devons passer par les médias lourds. Les médias lourds ne font pas ce travail. Maintenant, s'agissant des acteurs qui siègent, d'abord, le principe de départ, il ne fallait pas faire dans l'exclusion. On ne peut pas s'autoproclamer seul démocrate dans le pays, ou seul nationaliste dans le pays, ou seul islamiste dans le pays. Nous sommes dans un pays où il y a des sensibilités. Nous parlons de l'avenir du pays. Ces sensibilités doivent être associées au minimum dans le débat pour construire cet avenir autour duquel nous parlons. Mais on ne peut pas parler de représentativité en Algérie puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a jamais eu d'élection libre. Pourquoi nous voulons cette instance indépendante de gestion des élections? Parce que c'est la seule manière de connaître le poids réel des uns et des autres. Personne ne peut se prétendre aujourd'hui en Algérie être le premier parti ou bien le dernier parti. D'ailleurs, ça pose un problème sérieux pour les partis politiques. Nous sommes incapables de revoir nos programmes, nos propositions, parce qu'on sait que les élections sont entachées de fraude. Si jamais je perds les élections à l'occasion d'une élection libre, honnête, organisée par une instance indépendante, je ne vais pas dire que c'est la fraude aux autres, je vais commencer à revoir mes propositions, à revoir mes candidats, à revoir ma stratégie. Nous ne sommes pas dans ce cas, nous sommes plus de 25 ans que les partis politiques sont incapables de faire leur autocritique parce qu'ils n'ont jamais eu affaire à des élections libres pour connaître l'écho, bien l'impact de leurs propositions, de leur travail régulier, de leur programme, de leurs candidats auprès des citoyens. Parlons un instant de la réforme constitutionnelle qui semble être relancée en ce moment. Bon, rien de très précis n'a encore été annoncé. Quel regard est-ce que vous, patron du RCD, vous portez sur cette réforme constitutionnelle qui va bien finir par se faire à un moment ou un autre? D'abord, il faut savoir que la révision de la Constitution était une des revendications du RCD par le passé, surtout quand il y a eu le vote de la Constitution en 2008. Nous avions dénoncé avec force, notamment la levée de la limitation des mandats.
freine. Maintenant, il y a une évolution, parce que depuis, nous sommes passés à une autre étape, nous sommes passés à une autre conjoncture. Cette conjoncture est faite de structures dans lesquelles siègent plusieurs partis politiques. Depuis, nous parlons de transition démocratique. Depuis, nous disons qu'il faut commencer par une instance indépendante. Nous disons qu'il faut commencer par une élection présidentielle anticipée. La révision de la Constitution doit venir après l'élection présidentielle anticipée, parce que l'actuel pouvoir est illégitime pour réviser la Constitution, parce que c'est lui-même qui a violé la Constitution en 2008. L'actuel pouvoir est illégitime pour réviser la Constitution parce qu'il a échoué dans les consultations du mois de mai et du mois de juin, puisque l'essentiel de la classe politique algérienne a boycotté ces consultations. L'actuel aussi pouvoir est illégitime parce qu'il y a une vacance du pouvoir à tous les niveaux, vacance du pouvoir exécutif, puisque le chef de l'État est malade, est incapable de gérer le pays. Le Parlement est en chômage parce que nous sommes dans un pays où l'initiative parlementaire vient souvent, les projets de loi viennent souvent du gouvernement, jamais des députés. Donc la vacance du pouvoir au niveau exécutif a influé sur le pouvoir législatif. Il y a moins de 30 lois qui ont été votées durant l'année 2014, au moment où dans d'autres pays, souvent, elles dépassent les 1000 lois par année. Il y a une vacance du pouvoir judiciaire, puisque depuis des années, depuis plus de 20 ans, aucun dossier de corruption n'a abouti au niveau de la justice. Les affaires Khalifa, les affaires autoroute Est-Ouest, les affaires Sonatrach ne sont pas résolues à ce jour au niveau de la justice. C'est parti. Donc on a bien compris, pour vous le préalable c'était la question de la légitimité politique et de la légitimité du pouvoir, et que la réforme constitutionnelle est un non-sens tant qu'il n'y a pas de pouvoir légitime en Algérie. Mais cette situation-là, elle peut durer encore très longtemps, quelles que soient les initiatives que vous meniez de votre côté ou du côté de l'opposition. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, pour que votre initiative, par exemple, soit consacrée d'une manière ou d'une autre, pour qu'il y ait de nouveau, pour qu'on aille vers des élections? Quel peut être le déclic? Non, d'abord, c'est très difficile d'anticiper sur ce que sera demain. Le plus important, c'est que nous sommes dans une conjoncture où il n'y a pas de rythme au niveau du pouvoir. Depuis une année, le gouvernement a disparu des radars. Je disais tout à l'heure qu'ils ont perdu l'initiative, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau de la majorité parlementaire. Pour l'essentiel, ils ont perdu cette initiative parce qu'ils savent qu'ils sont illégitimes et parce qu'ils savent que les Algériens ne les reconnaissent pas comme dirigeants issus de l'élection libre. Et la dernière revendication de l'opposition portant institutionnalisation d'une instance indépendante de gestion des élections et élections présidentielles anticipées, en réalité, c'est une bouée de sauvetage que nous lançons à ce pouvoir. Nous lui montrons la voie sur la manière avec laquelle il pourra sauver sa peau et sauver le pays en même temps, puisque nous lui disons, vous pouvez faire en sorte à ce que au niveau du Parlement, même si c'est un Parlement illégitime, amender la loi électorale pour institutionnaliser une instance indépendante. Par la suite, nous lui disons que vous pouvez convoquer vous-même une élection présidentielle anticipée et c'est vous-même qui allez annoncer la date. Vous avez toujours le devoir de vous présenter à ces élections, nous ne sommes pas en train de les exclure, mais si vous êtes élu à l'occasion d'une élection régulière, organisée par une instance indépendante, vous gagnerez en légitimité. Si vous perdez ces élections, nous sauvons l'Algérie, mais parce que nous la doterons de dirigeants et d'institutions légitimes. Enfin, quelle est votre position par rapport à la question Amazigh aujourd'hui en Algérie? Non, d'abord c'est important de préciser qu'il n'y a jamais eu d'initiative du pouvoir sur la question d'Amazigh. Le pouvoir a toujours été contraint de céder à la pression de la rue et à la pression des structures qui actives dans le domaine de la mazérité, puisque le commissariat à la mazérité a été arraché de votre lutte en 1994 suite à une grève
du cartable qui a duré presque une année. Le statut de langue nationale a été octroyé en 2001, suite aussi aux manifestations qui ont coûté la vie à plus de 126 jeunes de la région de Kabylie. Mais nous constatons que malgré que la Tamazight est devenue langue nationale, en réalité, il y a toujours des régressions. Quand on regarde le nombre de wilayas dans lesquels la langue amazigh est enseignée, quand on regarde le fait qu'au niveau des chaînes de télévision, la place qui lui est réservée reste très insuffisante. Donc la langue amazigh n'a pas beaucoup avancé. C'est pour ça que nous disons au niveau du RCD qu'il est temps de lui donner un statut de langue officielle, d'autant plus que maintenant nous avons des exemples de pays où Tamazight est devenu langue officielle, puisque le Maroc a officialisé cette langue durant sa dernière révision de la Constitution, notamment en 2012. Comment ça se fait qu'on en soit encore là dans une situation de blocage et de paralysie totale du système? Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie pour que ça coince à ce point? En réalité, ce qui se passe en Algérie n'est pas nouveau. Pour l'essentiel, c'est dû au fait qu'en 1962, le peuple algérien a été dessaisi de sa souveraineté, dessaisi de son indépendance. Le pouvoir a été squatté en 1962 par un clan, ce qu'on appelait à l'époque le clan de Oujda, ou bien l'armée des frontières. Depuis, le pays a continué à être géré par la répression, par la force. Nous savons très bien que l'Algérie est passée par des périodes importantes durant lesquelles il n'y avait même pas de constitution. Maintenant, depuis 1988, le pouvoir a été contraint encore une fois par la rue algérienne à aller vers des réformes qui ont abouti à la création de partis politiques, de syndicats autonomes, à une certaine liberté de la presse, mais très vite, le pouvoir a fait suivre ça par des lois qui limitaient l'action des partis politiques, limitaient la liberté de la presse, notamment à travers la pression sur les annonceurs, notamment sur la net. Ce qui a fait que l'Algérie a échappé à ce qui s'est passé en Tunisie, notamment en 2011, c'est le fait que l'Algérie dispose de ressources financières importantes. Le pouvoir algérien en 2011 a mis la main dans la poche pour acheter la paix sociale. Donc il a augmenté très vite des salaires de plusieurs catégories sociales. À la limite, tant mieux qu'il augmente ses salaires. Et aussi, il a financé beaucoup de projets de création d'emplois, mais sans aucun contrôle. L'essentiel de cet argent, maintenant, il a été détourné. Mais à partir de 2013-2014, les pays du baril ont commencé à chuter et maintenant c'est la panique. Dans quelques années, ils seront incapables d'assurer justement ces salaires qu'ils ont augmentés en 2011. Ils misaient pendant longtemps sur un baril à plus de $100. Maintenant, nous sommes à un baril à $75. Donc il y a une panique générale au niveau du pouvoir.